Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous du grand format de ce dimanche 17 janvier 2021. L'actualité nationale est essentiellement politique avec en ligne de mire l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Les choses se dessinent de plus en plus et ce de part et d'autre dans les formations politiques. Le chef de l'État a achevé sa tournée nationale vendredi dernier par l'étape d'Adjoun qui restera historique dans la mémoire collective. Patrice Talon a mis fin au suspense et a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine consultation présidentielle. Une déclaration qui fait grand bruit dans les milieux politiques. Professeur Espédi Gilles Goyi est le directeur adjoint de cabinet du ministre de la Communication et de la Poste. C'est notre premier invité de ce dimanche. Avec lui, on fera le point de cette sortie nationale du chef de l'État, de même que les implications de sa déclaration de candidature. Donc, restez avec nous. À suivre, à sa suite, donc, on parlera également animation de la vie politique au Bénin avec Jacques Ayadji, dont le parti avait très tôt désigné Patrice Talon comme candidat de Moël Bénin à l'élection du 11 avril prochain. C'est à la limite une prophétie qui se concrétise aujourd'hui. Analyse, commentaires, appréciations et interprétations du président Jacques Ayadji sur bien de sujets d'actualité nationale à suivre dans la seconde partie de cette émission. La première va démarrer tout de suite avec le journal dont voici le sommaire. L'actualité nationale avec la déclaration officielle de candidature du président Patrice Talon à Djohou dans la vallée, dernière étape de sa tournée nationale. Le chef de l'État a annoncé sa volonté de briguer un second mandat en avril prochain. Hier samedi, le bureau politique de l'Union progressiste l'a également désigné comme candidat du parti. C'est à la faveur d'une session extraordinaire tenue à Bomey-Calavi, compte rendu à suivre dès le début de cette édition. À suivre également les réactions des citoyens de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Lokossa sur cette candidature annoncée du chef de l'État. Réactions diversement partagées d'une région à une autre. Néanmoins, vous verrez que la continuité est sur la majorité des lèvres. Et puis, on va feuilleter ensemble les pages d'un pan de l'histoire béninoise, souvenir pour souvenir. Le 16 janvier 1977, le régime militaro-marxiste du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou fut éprouvé par les éléments du mercenaire français Bob Denard. 44 ans plus tard, les soldats et autres victimes morts pour la patrie reçoivent encore l'hommage cadencé des forces armées béninoises. Images et sons à suivre avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vous l'annonçais à l'entame, le président Patrice Talon a achevé son périple national par la commune d'Adjohou. L'exercice de reddition de comptes ici s'est achevé par l'annonce officielle de candidature du président Patrice Talon à l'élection du 11 avril prochain. On écoute. Cela vous surprendrait si nous vous disons que nous sommes à 20 minutes à peine de la commune d'Abomey-Calavi. Il suffit d'aménager le tronçon qui va de l'arrondissement de Codé dans la commune d'Adjohou en passant par Zé et Zinvier pour la construction d'un seul pont pour favoriser l'écoulement de la production agricole. La réalisation du projet d'asphaltage dans la commune en vue de désenclaver certaines localités et d'améliorer la mobilité urbaine. Le renforcement du programme de microcrédit à l'AFIA et l'extension de son bénéfice aux agriculteurs. La commune que j'ai l'honneur de diriger produit 90 tonnes de poissons par an, dont 60% sont achetés par le Burkina Faso. Cela a besoin d'être renforcé, Monsieur le Président. La coïncidence fait que c'était à Djohou que je clôture cette tournée, ici même, où tout a été lancé, où tout a commencé, et dans cette même salle. Je saisis l'occasion de ce jour, dans cette même salle, pour dire merci à mes compatriotes, mes frères et sœurs du Bénin entier, de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud, pour leur dire merci pour cet hommage,
cet honneur pour m'avoir fait confiance il y a 5 ans et m'avoir confié cette lourde responsabilité de conduire notre destin commun, de conduire nos efforts, nos peines, nos sacrifices, de conduire notre action commune pour l'intérêt de nous tous globalement et pour l'intérêt de chacun pendant 5 années durant. Et cela me donne de la fierté, certes, mais cela me donne surtout de mesurer combien le Bénin fait confiance à ses enfants. Et c'est à ce titre-là que je fais cette reddition de comptes. C'est à ce titre que je viens ici à Djohou vous saluer, vous dire merci pour cette confiance manifestée en ma modeste personne, cette charge que vous m'avez confiée il y a 5 ans. Vous dire combien je vous suis reconnaissant et combien j'ai essayé de m'acquitter de la tâche avec volonté, passion, abnégation, tous les sacrifices nécessaires. C'est ici que je vais lever peut-être le voile. Je ne l'ai pas programmé ainsi, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continuer la dynamique, je veux m'y engager. Vous l'avez entendu, Patrice Talon lui-même dit être candidat à l'élection présidentielle d'avril 2011. Il est également le candidat pour 2011 pour le parti Union Progressiste. Ainsi en a décidé le bureau politique du parti réuni en session extraordinaire hier samedi à Bomey-Calavi. Retour sur les temps forts de cette rencontre stratégique du parti Union Progressiste dans ce reportage signé Ulrich Gaba. Dans cette salle du Palais des Grâces dans la commune d'Abomey-Calavi, tous les barons et membres influents du parti Union Progressiste ont répondu présents à l'appel de la session extraordinaire. Au menu des assises du bureau politique, le choix des candidats aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République à l'élection du 11 avril prochain. Au terme de plusieurs heures de travaux, le verdict tombe. Monsieur Patrice Talon est désigné candidat de l'Union progressiste à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La direction exécutive nationale de l'Union progressiste reçoit mandat pour mener toutes les concertations avec les autres forces politiques de la majorité présidentielle afin d'identifier, de désigner et communiquer au candidat Patrice Talon le nom d'un patriote béninois engagé pour être candidat à ses côtés aux fonctions de vice-président de la République. Pour la plupart des membres du bureau politique, le choix opéré par l'UP s'impose de lui-même puisque des réformes qualitatives sont amorcées depuis 2016. Il était de bon ton qu'un second mandat soit accordé au timonier du nouveau départ pour véritablement asseoir les bases d'un développement durable au Bénin. Chaque département a désigné un porte-parole parce que le travail a été fait à la base. Et nous, à notre niveau, si tous les autres départements ont fait ce que nous avons fait et ont apprécié
comme nous l'avons fait, je crois que nous ne serons changés une équipe qui est en train de gagner, sinon qui a gagné. Le pari sera gagné parce que le peuple est d'accord pour que nous ne puissions pas arrêter. Nous ne sommes pas là pour porter les mauvaises voix du peuple, nous sommes là pour porter les vraies voix du peuple. Et le parti l'Union progressiste se veut et est le plus grand parti politique qui s'est organisé. Et nous avions déjà dit que c'est maintenant que le grand combat va commencer. Parce que ce qu'il a fait en 5 ans, c'est énorme. Depuis l'indépendance, on n'a pas vu un président réaliser cet exploit en un mandat. C'est extraordinaire tout simplement. Je voudrais tout simplement souhaiter que le mandat du président qui va commencer après avril 2021 soit un mandat de renforcement de ce qui a été fait, de consolidation de nos acquis, pour que désormais, quand on parle du Bénin, de mon pays, qu'on soit fiers. L'Union progressiste s'engage donc à se battre pour la réussite de son candidat. Cette session extraordinaire, la première de l'année 2021, a été également l'occasion de formuler au président Bruno Amoussou et à tout le présidium de l'Union progressiste les meilleurs vœux de Nouvel An. Il faut dire qu'au terme des travaux de la session extraordinaire, le bureau politique élargi de l'Union progressiste a rendu public une motion sur le parrainage. Les responsables du parti de la mouvance invitent la direction exécutive nationale à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le parrainage des candidats du parti au poste de président et de vice-président de la République. Nous allons suivre la substance de la motion lue par Antoine Idi-Kolaolé, secrétaire national chargé des affaires juridiques du parti. Considérant les insuffisances du système partisan et les déviances qui l'autorisaient, conscient des tares et des vices que véhiculent les partis régionaux basés sur l'ethnie, considérant dès lors la nécessité de procéder à des réformes politiques afin de promouvoir une démocratie véritable, vécu par le peuple et exclusivement au service de la satisfaction de ses aspirations. Désireux d'inscrire toutes les élections, notamment l'élection du président de la République, dans un environnement de compétition ouverte, libre, transparente et démocratique. Déplorant une fois encore le refus en 2019 par les forces politiques de l'opposition de voter les modifications des lois leur permettant de prendre part aux élections. Le bureau politique élargi, réuni en session extraordinaire à Abomey-Calavi au Palais de la Gratitude le samedi 16 janvier 2021, donne mandat à la direction exécutive nationale pour s'assurer du parrainage des candidats de l'Union progressiste aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République lors de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, conformément au code électoral en vigueur. Inviter les députés et les maires élus sur les listes de l'Union progressiste à parrainer tout candidat soutenu par un parti politique ayant une existence légale. Fini le suspense, le président Patrice Talon est candidat à sa propre succession, une déclaration officielle qui a fait objet de grande satisfaction dans le rang des militants et des partis favorables au régime. Le parti Morel Bénin, par exemple, ne cache pas ses émotions. Le président du parti remercie et félicite le chef de l'État pour cette clairvoyance et cette annonce qui soulage. On écoute à cet effet un extrait de la déclaration rendue publique par le président Jacques Ayadji. Ce qui est dit, a dit l'artiste, est repris par un grand homme politique de ce pays. Et j'ajoute, à ma qualité de président de Morel Bénin, que ce qui est dit sera fait. Et il est déjà fait,
avec cette annonce du président de la République qui réjouit tout le pays. Moelle Bénin insiste et persiste. Ce qui est dit sera fait et ce qui a commencé en avril 2016 va se poursuivre. Tel un prophète, nous avions désigné le président Patrice Talon comme candidat de notre formation politique aux élections présidentielles d'avril 2021. C'est un atout à Moelle Bénin. Telle une charpente crédible et loyale à la maison, et surtout à l'image de notre dénomination, la moelle épinière, qui soutient l'organisme et dont dépend la vie, nous avons perçu très tôt et avons agi en conséquence à l'occasion de la tenue de notre Conseil national du 9 août 2020 au Golden Tulip Hotel et notre congrès extraordinaire des 26 et 27 septembre 2020 à la salle privilège d'Abomey-Calavi. D'aucuns avaient à l'époque tourné en dérision notre décision de désigner le président Patrice Talon comme notre candidat en parlant d'agitation, non sans emporter notre sourire de gens avertis et loyaux. Aujourd'hui, l'annonce est faite. Suite à notre désignation, la première au moment où personne n'y croyait, la plus bienveillante et salvatrice, vient de tomber ce 15 janvier 2021 à Adjoum, dans la vallée de l'Ouémé, et à la grande satisfaction de tous. Patrice Talon est candidat aux élections présidentielles de 2021. Merci au président Patrice Talon de ne nous avoir pas fait mentir. Maintenant, passé le soupir de satisfaction, il ne nous reste qu'à rester mobilisés pour une campagne électorale à la hauteur de l'ambition. Là encore, Moelle Bénin en avance par ces rendez-vous du mercredi. Ces capsules que les gens ont du plaisir à voir et à écouter sur les réseaux sociaux et dont une compilation sera bientôt sur support adapté à la disposition de tout le peuple béninois. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Ce slogan nous colle comme une seconde peau. Merci encore au président de la République de ne nous avoir pas fait mentir. Donner raison à Moelle Bénin est déjà la preuve de tout le crédit que vous accordez à votre parti, à notre parti, Moelle Bénin. À l'instant, Jacques Ayadji, président du parti Moelle Bénin. Il est d'ailleurs le second invité du grand format en cours. Vous l'entendrez mieux dans une poignée de minutes. On va voir maintenant comment les citoyens de Cotonou et environ ont accueilli cette annonce de candidature du président Patrice Talon. Teddy Goudalo a promené son micro devant quelques-uns. Voici ce qu'ils en disent. Le oui de Talon a fait plaisir au peuple béninois et surtout à sa jeunesse. Parce que nous attendons cela depuis fort longtemps. Parce que, vous savez, le président Patrice Talon est comme Nelson Mandela pour nous. Hier, l'émotion était forte, l'émotion était grande. Il a enfin avisé. L'impression que j'ai en tant que membre du parti Moelle, c'est une impression de satisfaction. Une impression selon laquelle le président est décidé à poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Les belles choses, il faut inscrire les belles choses dans la durée. Et nous sommes particulièrement heureux de savoir qu'il continue l'aventure. Nous sommes prêts à l'accompagner. Vous savez, Patrice Talon est un cadeau, un don de Dieu pour le Bénin. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, il est le médecin qui est venu faire le vrai diagnostic et qui a trouvé autour de lui des bons infirmiers pour quand même bien soigner. Il a commencé par soigner le Bénin et aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire marche en arrière. Nous devons continuer avec ces œuvres qu'il a entamées, et à savoir la bonne gouvernance, le courage qui l'amène à être un homme pragmatique qui fait tout ce qu'il dit. Quand il promet,
il le fait. Je dois vous dire que c'est un soulagement et c'est une satisfaction, surtout que c'est mon parti, le bloc républicain qu'il a choisi pour aller aux élections. Nous le portons et nous sommes satisfaits. Et nous sommes satisfaits surtout parce que, comme vous voyez, vous constatez, il a mis le pays en chantier, tout le pays est en chantier. Et l'œuvre entamée, il doit pouvoir achever. Nous allons accompagner et ça va marcher. C'est lui qui a réfléchi, il voit que ce qu'il a commencé, il peut encore faire mieux. S'il pense qu'il peut encore faire mieux, bon, c'est le soutien du peuple béninois, ça reviendra plutôt au peuple béninois de voir si il peut lui accorder encore un second mandat. Donc, bien vrai, il a pris sa décision, mais la dernière revient au peuple béninois. Quand il a annoncé cette bonne et grande nouvelle à Adjong, arrivé au carrefour Misrete, toute la population était en liesse pour l'accueillir. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que la population l'accepte dans ses œuvres. Quand les actes parlent, les paroles se taisent. Peut-être qu'en 2016, il a eu à s'expliquer beaucoup, à nous convaincre de son programme de société, qu'est-ce qu'il va faire. Mais au bout de 5 ans qu'il a fait, il nous a démontré qu'il est capable de beaucoup de choses. Donc, vu ce que nous vivons aujourd'hui, à travers ses réalisations, les œuvres qu'il a fait des infrastructures, les réformes un peu partout, et qui rassure chacun de nous, nous souhaitons que ce monsieur-là décide de revenir. Alors Dieu a exaucé notre prière et finalement il a été inspiré, il a décidé de revenir. Nous sommes prêts à l'accompagner pour sa réélection sans faille. Et quand nous avons appris qu'à Adjong, il a annoncé qu'il est prêt pour continuer la dynamique, nous on s'est dit on va quitter désormais la rupture pour continuer la dynamique. Donc désormais, la jeunesse est dans la continuité et dans la dynamique. Donc c'est pour vous dire que nous sommes prêts, et surtout la jeunesse béninoise, on est prêt pour faire un chaos pour le chef de l'État en 2021. Merci. Geoffroy Vincent de notre antenne régionale Mono Koufo a fait le même exercice auprès des citoyens de l'Okossa. Eux aussi, ils ont leur appréciation sur cette déclaration du chef de l'État. On les écoute. Au moment où il faisait sa tournée de reddition de comptes, quand il était dans la commune de l'Okossa, si vous vous souvenez, j'avais dit qu'on ne doit pas susciter la candidature de Patrice Talon, mais c'est une obligation pour le président d'être candidat pour les élections de 2021. Je tiens à remercier le chef de l'État pour sa décision courageuse. Pour moi, le chef de l'État n'a fait que répondre à l'appel des milliers de jeunes que nous constituons et notamment à l'appel du CCJ. Nous voudrions passer donc par cette occasion pour lui dire nos félicitations. Lui dire félicitations pour la dynamique politique qu'il incarne aujourd'hui à la nation béninoise. Et il pouvait se précipiter, mais néanmoins il est resté serein. Et ceci doit être une référence pour nous jeunes que nous sommes, que la politique ne se fait pas dans la hâte. La politique ne se fait pas dans la précipitation non plus. Et donc, par moment, il va falloir que tout soit véritablement bien coordonné. Et c'est ce que nous venons donc de constater. Et nous l'applaudissons. Regardons l'effort qu'il a fourni par rapport à l'énergie. La construction de la centrale thermique de Maria Greta 2, où bientôt le Bénin sera libre par rapport à l'énergie. Nous allons vendre l'énergie bientôt au Bénin. Tout ça, c'est à l'actif de l'actuel chef de l'État. Et je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir, il faut être sourd pour ne pas vouloir entendre. Et donc, ce que le chef de l'État fait dans l'intervalle de 5 ans, c'est énorme et il va falloir que nous l'assistions à continuer dans cette dynamique. Et dans sa déclaration, j'ai suivi quelque part où il disait qu'il sera candidat, et ne serait-ce que pour continuer avec la bonne gouvernance afin que cela soit un acquis. Je pense que c'est un esprit dynamique. Dynamique parce que, oui, aujourd'hui, nous fleurons
et la dynamique donc de la bonne gouvernance dans notre pays, plus ou moins. Et il va falloir que cela continue jusqu'à être véritablement un acquis pour qu'après lui, nous jeunes, qu'on soit sûr que le pays est véritablement redressé et que tout va très bien. Que le Béninois sache que son pays est un grand pays. Et donc, laisser le travail commencer à mi-parcours, je pense que c'est ne rien faire. Et c'est pour cela que nous soutenons véritablement cette candidature, cette nouvelle candidature du président de la République, Patrice Talon. Je ferai des échanges avec ma population de Lokossa pour montrer ce que le président Patrice Talon a fait durant ces 5 ans. Un président qui a révélé le Bénin. Regardez les réformes qu'il a entamées. Il faut que nous le laissons, qu'il termine ces réformes. Nous voulons qu'il revienne, on l'a demandé et on l'a obtenu. Tout le monde est content, nous sommes vraiment contents qu'il accepte revenir pour participer aux élections présidentielles prochaines. Et c'était attendu, hein, on a toujours lutté pour ça, on lui a toujours demandé de revenir pour un second mandat, pour terminer ce qu'il a commencé. Les rois de Porto-Novo acclament les nombreuses réalisations notées dans la ville capitale sous le régime de la rupture. La capitale du Bénin s'est radicalement métamorphosée ces 5 dernières années. On écoute la lecture des garants des trônes royaux de Porto-Novo. J'ai fait la révolution avec les coups, mais ce que Talon est en train de réaliser, c'est incomparable. Il n'y a aucun président qui a agi dans la ville de Porto, pour ne pas dire le Bénin, comme Talon dans les réalisations. Donc ce que Talon est en train de faire, c'est incomparable. C'est lui qui a changé sincèrement le visage de Porto-Novo. Moi, je connais des rues, des voies qui sont bitumées depuis le temps colonial. Et ces bitumations sont déjà parties. Et Talon a eu le courage de changer le visage de cette ville. Donc c'est un président qu'il faut apprécier. Hein? Porto-Novo a changé, hein? Il fait sur tous les plans. Moi, j'ai posé plusieurs pierres avec le président Yahya Boni. Des pierres qui n'ont jamais eu de succès, qui ne sont jamais réalisées. On a posé des pierres sur plusieurs routes là, qui n'ont jamais eu de... Ces travaux n'ont jamais débuté jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez? Donc, Talon a pris le courage, une ferme détermination de changer la vie de Porto-Novo. Et Porto-Novo a changé en son temps. Même les aveugles, si on les prend sur leur moto là, ils se posent la question de savoir si effectivement, si c'est dans la ville de Porto-Novo qu'ils sont en train de rouler. Parce qu'il y a un grand changement. Talon il a étonné le monde, il a étonné la ville de Porto-Novo, il a étonné tout le monde. Les Porto-Novo sont très fiers de leur ville. Le second mandat pour le président Talon est déjà garanti. C'est notre souhait, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Si jamais on n'arrive pas à ce qu'il... D'où son mandat, les travaux seront bloqués. Hein, les Porto-Novo savent déjà que Talon doit continuer avec le second mandat pour que les travaux entamés soient réalisés. Porto-Novo, en tant que capitale, n'avait pas avancé. La barre est trop bas. Mais aujourd'hui, oui, nous avons vu quelqu'un, un brave homme qui a dit et qui fait, qui a mis Porto-Novo sur les rails de la capitale. Les traversées de Porto-Novo sont prises en compte, bien tracées, bien faites, si bien que quelqu'un qui était à Porto-Novo il y a 3 ans arrive aujourd'hui, va se rechercher, où suis-je, comment ferai-je, et je dois prendre un ZEM, lui dire où je vais, et il va m'emmener. Porto-Novo éclairé, ville éclairée, parfaitement éclairée, et vraiment, c'est l'incroyable qui est en train d'être réalisé. Mais allons-nous laisser cet homme partir avec tout ce qu'il a entamé? Non. Il faudrait qu'il poursuive sa marche, qu'il
continue. Parce que quelque chose me tient à cœur, quelque chose me fait trop de mal. La construction de l'hémicycle qui est au pont, qui a été abandonné, des milliards abandonnés là, ça me fait trop mal. Donc, quand quelqu'un commence, il faudrait qu'il termine pour être réalisateur. Quand il commence, il ne finit pas, il n'est pas réalisateur. Et pour qu'il soit vraiment notre réalisateur, il faudrait qu'il revienne pour continuer et terminer. C'est ça, moi, ma visée. Juste à Godomè, dans la commune d'Abomey-Calavi, les axes routiers sont transfigurés. Ces derniers sont désormais asphaltés et éclairés grâce au programme d'action du gouvernement. Du coup, des phénomènes comme l'inondation et l'insécurité relèvent d'un souvenir lointain pour les populations, lesquelles cachent à peine leur sentiment de satisfaction. Le constat est signé Nagui Balagbe et Elvis Tonokouin. Godomè-Gare, Sédégbé. Un axe de plus et des populations surpris par la modernité. Ici, on est bien passé d'une époque à une autre. Celle où le quotidien des riverains n'était que peine et souffrance, ne relève désormais que de lointains souvenirs. Bienvenue à l'ère du projet asphaltage. Bon, quand il y avait l'eau, on passait dans l'eau. Et bon, on ne pouvait pas rester ici. Il y avait aussi les moustiques, tout et tout qui nous dérangeait. Donc on est obligé de rester à la maison et d'attendre que la saison des pluies ne passe. Avant, il y avait l'obscurité, l'eau partout, mais maintenant, ça a vraiment changé. Là, c'est cool quand même maintenant. Ici, le quartier a vraiment changé. Parce qu'entre-temps, s'il pleut, vraiment, quitter le boulot pour la maison, c'est des soucis. Mais actuellement, on est tranquille, on peut rentrer à tout moment. Désormais, la voie passe, et ce n'est pas que de jour. Le noir a cédé à la lumière et dehors fait moins peur. On parle de moins en moins d'insécurité et d'insalubrité, au point d'oublier progressivement les hors-la-loi et la terreur qui y ont régné des années durant. Vous savez, Godomè-Gare, c'était un nid. C'était jonché de tas d'ordures. C'est là où les gars fumaient n'importe comment. Le trafic, tu ne peux pas passer par là de jour comme de nuit. Vous n'avez pas accès à ces zones. C'était un peu comme une zone interdite. Aujourd'hui, tu peux étaler ta natte. Il y a quelques petits voyous encore qui pilulent dans les ruelles, mais en grand nombre, à cause déjà de l'électricité, donc de la lumière qui est apportée donc à ces heures-ci dans la zone, ils se sont quelque part dispersés et on ressent une certaine paix donc à vivre dans ce quartier désormais. Bien des habitudes ont changé au-delà de la simple amélioration du cadre de vie des populations riveraines. Désormais, aux abords des nouvelles voies, se mènent des activités génératrices de revenus. Petits commerces et micro-entreprises s'arrachent une clientèle faite en grande partie d'usagers de la nouvelle voie. Bon, grâce aux lampadaires, nous vendons au bord de la voie. Et il y a de la lumière, on peut s'installer, rester ensemble, parler. Bon, avant, on ne pouvait pas vendre, on ne pouvait pas rester même au bord de la voie comme ça pour vendre. Mais maintenant, comme c'est bon, on a installé les choses, on vend un peu, maintenant ça va très bien même. Si vous avez une boutique au bord de la voie, il y a le trafic qui a augmenté à telle enseigne que ça doit normalement insuffler un certain dynamisme à notre commerce. Et l'activité ici donc est florissante. Nous sommes dans un restaurant par exemple où on fait donc de chez nous, c'est-à-dire c'est du mât et de la pâte que nous prenons ici. Et il n'y avait pas autant de monde ici auparavant, mais comme il y a une certaine fluidité donc dans la circulation, vous constatez avec nous qu'il y a assez de monde. En attendant la fin des travaux d'embellissement, et sait-on jamais, le prolongement de la voie au-delà de sa limite actuelle, telle que l'espèrent les populations. Godomè-Gare et Sédégbé,
2 quartiers en plein cœur de l'arrondissement de Godomé savourent pleinement les multiples bienfaits du projet asphaltage. Reportage signé Naguib Alabé. On parle maintenant histoire. Oui, histoire quelque peu douloureuse dans la mémoire collective des citoyens béninois. Le peuple béninois qui rend hommage aux soldats et autres victimes de l'agression du 16 janvier 1977. C'est à travers une cérémonie de dépôt de gerbes par le chef d'état-major général des forces armées béninoises qui a eu lieu hier samedi à la place des Martyrs. C'était en présence des familles des victimes. On suit maintenant le reportage de Clément Achadé de Moufi de Sabour. 44 ans après l'agression armée du 16 janvier 1977 organisée par les mercenaires, le Bénin se souvient encore de ses compatriotes qui ont farouchement défendu le drapeau national. Ce samedi, le chef d'état-major général des forces armées, en collaboration avec les autorités, a procédé au dépôt de gemmes en mémoire des martyrs. Une manière de rendre un vibrant hommage à ces martyrs et autres valeureux de la République pendant la période révolutionnaire. Un hommage national rendu sous le regard des familles des victimes et autres anciens combattants ayant été au front de cette agression. J'étais tout petit quand mon papa est parti. Je le regrette jusqu'à présent. On était tous à la maison quand la radio a dit que les mercenaires arrivaient. C'est pour la première fois que moi j'ai entendu le mot mercenaire. Quand ce gouvernement arrive, on se présente, on va à la présidence, mais on ne nous a pas oublié, c'est tout ce qu'on nous dit. On ne nous a pas oublié, on ne nous a pas oublié. Le régime la passe, quand le régime vient, c'est toujours la même chose. Donc on est découragé. On a de l'amertume dans le cœur. On est laissé à bas âge. On est orphelin jusqu'à aujourd'hui. Bon. On garde ça comme ça. On ne nous dit rien. Bon, on a été plus ou moins indemnisés. Et le reste, rien. Donc, nous sommes là. Chaque fois, on arrive ici nous-mêmes pour le dépôt de gerbes en leur mémoire. Dans cette farouche défense de leur patrie, le Bénin, au cours de laquelle ils ont mis en déroute les assaillants, certains compatriotes ont payé un prix fort perdant la vie. C'est pourquoi, au nom de la République, le chef d'état-major général des forces armées salue la mémoire des victimes qui se sont sacrifiées pour leur pays. Nous le faisons pour pouvoir rappeler ces faits qui sont déjà connus, pour que cela ne soit pas oublié d'une part, et que la génération montante puisse se rappeler du courage, de l'abnégation des Béninois qui se sont battus pour défendre notre territoire, qui est notre propriété, qui est notre chose commune. Comme vous le voyez aujourd'hui, l'État se souvient d'eux. Et comme je vous ai dit, rappeler, c'est quelque chose qui existe. Et pour ne pas oublier, on demande à l'intéressé de se rappeler de cela. C'est connu, l'État, dans le temps, s'est occupé des gens, des parents, de ceux qui sont tombés, qui ont pu être recensés. Pour rappel, ces assaillants étaient venus au Bénin dans l'intention de renverser le pouvoir révolutionnaire de Mathieu Kérékou, qui selon eux tenait le pays d'une main de fer. Mais grâce à ceux qu'on appelle aujourd'hui les martyrs, le plan s'est heurté à la farouche détermination de ces derniers. Pour les autorités civiles et militaires, la gloire aux martyrs du 16 janvier 1977 est immortelle. Ce serait tout pour cette première phase. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur le grand format, puisqu'on va faire un tour tout à l'heure à la régie pour observer un rideau publicitaire. Le temps d'installer donc le professeur Espédi Gilles Goyi. Il est le directeur adjoint de cabinet du ministre de la Communication et de la Poste. Avec lui, on va parler actualité nationale en lien avec la tournée du chef de l'État et surtout de sa déclaration d'être candidat à l'élection du 11 avril 2021. À tout de suite.
Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais, qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Il était une fois une eau pas comme les autres, venue de Posotomé, qui révéla tout le potentiel des nations. Unique pour sa couleur, sa richesse en éléments naturels, sa douceur, sa fraîcheur et sa silhouette facile à prendre en main, Posotomé est l'eau minérale thermale naturelle, parfaite pour s'hydrater. Disponible en format de 1,5 litres au prix conseillé de 500 francs. Posotomé, bien-être et santé. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, Jacques Ayadji est déjà dans nos coulisses, dans nos locaux avec lui tout à l'heure. On va parler de la santé du parti Moël Bénin, dont il est président, et évoquer d'autres sujets d'actualité. Mais il y a déjà le professeur Espédi Gilles Goyi qui est sur ce plateau. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint de cabinet du ministre de la Communication et de la Poste. Ma première question, elle est en lien avec la tournée, n'est-ce pas, du chef de l'État qui est entamée et achevée. Quelles leçons tirer donc de ce périple du chef de l'État? Merci infiniment, M. Wahab. Vous avez juste me permis de prendre une demi-seconde pour rendre à César ce qu'il y a à César. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis venu ici. Oui. Mais je suis toujours très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Parce qu'on a l'habitude de faire du bon travail. Je vais apporter juste une petite nuance. Oui. Je ne suis pas ici en tant que directeur adjoint du cabinet du ministère de la Communication et de la Poste. Je suis ici aujourd'hui comme le représentant du ministre... mon patron, Alain, comme ministre de la Communication de la Poste, c'est lui qui devait être ici et il m'a fait l'honneur de le représenter. Merci bien. Et je finis en disant que nous sommes dans une nouvelle année. Je souhaite une heureuse année fructueuse à Canal 3 qui fait de l'excellent travail depuis toujours. Nous en sommes honorés. Et je peux vous assurer que c'est déjà une année femme pour Canal 3. Alors, pour répondre à votre question concernant la tournée du chef de l'État, que voulez-vous savoir exactement que vous ne savez pas encore? C'est vous qui posez les questions. Oui, dites-nous tout. Voilà. En fait, la tournée du président Patrice Talon, si elle ne s'était pas imposée, on aurait dû l'inventer. C'est ça. Parce que, comme vous le savez, c'est une première. C'est une première dans l'histoire sociopolitique de notre pays. C'est une innovation, c'est une révolution tout à fait utile.
et qui gagnerait dans la mesure du possible, comme le président Patrice Talon lui-même l'a souhaité, qui gagnerait à être constitutionnalisé pour s'imposer d'emblée à la gouvernance de ce pays. Parce que voilà un président... C'est-à-dire l'obligation de reddition de comptes qui n'existait pas. Je ne fais pas offense, paix à son âme. Nous avons connu le président Mathieu Kérékou ici qui a fait 2 mandats 10 ans sans être jamais allé sur le terrain, donc 10 ans. Mais voilà un président, le président Patrice Talon, qui, à la fin de son premier mandat de 5 ans, a jugé nécessaire d'aller rendre compte aux populations devant lesquelles, devant qui il a pris l'engagement de faire ci, de faire ça. Il est bien entendu, tant comme méticuleux comme on le connaît, il avait un suivi régulier de la situation. Mais appliquant le principe selon lequel la confiance n'exclut pas le contrôle, il a décidé lui-même d'aller toucher du doigt, d'aller voir si les comptes rendus élogieux qu'on lui a fait jusque-là étaient vrais. Il a, et c'est l'autre espoir, il a parcouru les 77 communes de notre pays. Personne n'a jamais vu ça. Et j'ajoute, en voiture, ce n'est pas en hélicoptère, comme on l'a vu dans un passé récent, en hélicoptère, sans jamais parcourir les 77 communes. Mais lui, il a fait ça par voie terrestre. Par voie terrestre ou par voie fluviale, il faut ajouter. Donc c'est un exploit et c'est à la suite de ce périple en 2 phases dans les 77 communes qui s'est rassuré que ce que mes collaborateurs m'ont dit, je savais qu'ils n'étaient pas des menteurs, mais je suis maintenant totalement rassuré parce que ce sont les populations elles-mêmes qui viennent de me dire, de me confirmer ce que je savais déjà. Et par rapport à ça, je suis tout à fait aise D'accord. Alors, quelles leçons on peut tirer de sinon des actions du chef de l'État, mais surtout de cet exercice de reddition de comptes? Cet exercice de reddition de comptes, comme j'avais commencé par le dire, vise à ancrer définitivement le contrôle citoyen de la bonne gouvernance. Le contrôle citoyen de la bonne gouvernance, parce que comme vous l'avez remarqué, je crois que c'était à l'étape de Ouida, parce que j'ai suivi toutes les étapes de bout en bout, à l'étape de Ouida, où les populations enthousiasmées, à bon droit, voulaient encenser les travaux réalisés par le projet d'asphaltage. Or, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça, mais le président Patrice Talon, comme à son habitude, homme de vérité et d'idéal, a dit hey, si vous parlez comme ça, c'est comme si tout est déjà fait ici à Ouida. Mais non, il y a ci, il y a ça qui n'ont pas encore été faits. Et par rapport à ça, nous devons nous galvaniser de pouvoir faire davantage. L'un dans l'autre, c'est une tournée de reddition de comptes qui, je l'avais dit, s'est imposée désormais et qui va davantage permettre l'ancrage, l'enracinement de la bonne... dans les habitudes des gouvernants. Parce que le président Patrice Talon, il a placé désormais la barre tellement haut que n'importe quel dirigeant désormais, après lui, va se sentir obligé de le faire. Sinon, ce sont les populations elles-mêmes qui vont d'emblée demander des comptes. Qui vont l'interpeller. Alors, on a vu que la tournée du chef de l'État est assortie de promesses, eau potable par ici, infrastructures routières par là, les écoles, les cantines, etc. Est-ce que le chef de l'État pourra tenir promesse? Je vais en nuancer en disant qu'avec le président Patrice Talon, ce ne sont pas seulement des promesses. Et généralement, comme je l'avais dit sur l'un des plateaux de vos confrères ailleurs, le président Patrice Talon, lui, ne promet pas, il fait. Et parfois même, il fait avant de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau potable dont on parle, l'eau potable est là, mais je vais commencer par l'électricité. À 60%, le Bénin dispose de son autonomie interne en électricité. L'eau potable, les populations l'ont déclaré à gauche et à droite pendant cette tournée. L'eau potable est réalité. Mais comme le mieux est l'ennemi du bien, les populations ont demandé au président Patrice Talon, qui a vu que ces populations ont totalement raison, les populations ont demandé 100% d'eau potable et 100% d'eau d'électricité. Allant dans le sens du président Patrice Talon, qui avait déjà promis, avec Maria Glita, l'autonomie énergétique pour la population à 100%, de façon à pouvoir la commercialiser au besoin. On n'a jamais vu ça au Bénin.
L'autre innovation, c'est qu'avec le président Patrice Talon, le Bénin est en passe d'être, je vais à peine exagérer, est en passe d'être premier partout. Parce que je dis premier partout en Lorient du côté du coton. Avant l'arrivée du président Patrice Talon, avant 2016, le coton béninois n'avait jamais atteint 450 000 tonnes. Il fut une rare fois où on avait effleuré là-bas de 415 000 tonnes. Mais depuis 2016, on a eu 454 000, je crois, de tonnes. Et ça n'a jamais cessé de grimper pour caracoler actuellement à plus de 715 000 tonnes, faisant du Bénin le premier pays africain producteur de coton. Oui, c'est vrai que ces 5 dernières années, n'est-ce pas, le Bénin a multiplié des prouesses dans bien de domaines. Est-ce cette raison ou ces éléments qui ont motivé le chef de l'État à annoncer à sa dernière étape à Djohou, n'est-ce pas, qu'il est candidat, c'est-à-dire qu'il faut poursuivre ce qu'il a entamé? Loin de là. Vous savez, le président Patrice Talon, c'est curieux, c'est curieux de voir un Africain, en général, mais un Béninois en particulier, ne pas du tout être accroché au pouvoir. Le président Patrice Talon n'a jamais été accroché au pouvoir politique. Mais il a annoncé qu'il sera candidat pour 5 ans. Il a annoncé qu'il sera encore candidat pour finir ce qu'il a entamé devant les supplications des populations. Moi, j'ai suivi ça dans les 77 communes de façon unanime. Dans un unanimisme parfait, les communautés béninoises ont pratiquement supplié le président Patrice Talon. Ce sont ces doléances, ces supplications qui ont motivé le chef de l'État. Ce sont ces supplications, ces doléances qui ont motivé le président Patrice Talon à leur rendre honneur à bon droit de faire un second mandat constitutionnel qu'il ne va pas voler. C'est dans son droit de faire un deuxième mandat constitutionnel. D'accord. Alors c'est la fin du suspense, cette déclaration du chef de l'État, mais une certaine classe politique voyait déjà dans les tournées du chef de l'État une forme de campagne, une campagne pour le second mandat. Vous avez la même lecture? Pas du tout. D'abord, je vais dire que le mot suspense n'est pas du tout exagéré. Le mot suspense n'est pas du tout exagéré parce que ce que le président a fait le 15 janvier, l'acte royal que le président Patrice Talon a fait à Djovi, c'était pas évident. C'était pas du tout évident parce que pour certaines personnes, le président Patrice Talon n'était pas parti pour accepter un second mandat présidentiel. Non, il a fait et il a laissé le soin de juger. Donc ceux qui ont erronément, je dis bien erronément, pensé que le président Patrice Talon était en campagne, c'est faux. Le président Patrice Talon est ce qu'on appelle dans ses prérogatives fonctionnelles. Prérogatives fonctionnelles, c'est quoi? Le président Patrice Talon, dans sa position actuelle, il est chef de l'État, chef de gouvernement, il est président de la République. Il est en exercice. Oui, mais on estime qu'il y a des difficultés, n'est-ce pas, à faire une différence entre le chef de l'État en exercice et le candidat qui est à la quête des suffrages. C'est faux. Le président Patrice Talon, comme je l'ai dit, est en exercice. En tant que tel, partout, dans n'importe quel pays, même aux États-Unis, le président Patrice Talon est exactement dans la situation de l'œuf et de la poule. Il est dans la situation de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire... Est-ce que c'est parce qu'il y a la poule qui a l'œuf ou bien c'est parce que l'œuf est sorti qu'on a vu qu'il y a la poule? Et quelle réponse on trouve à cette question? Les prérogatives fonctionnelles. Les prérogatives fonctionnelles du président de la République qu'il a exercées, comparées aux supputations du candidat potentiel à sa propre élection. Moi, j'ai préféré analyser la situation du point de vue des prérogatives fonctionnelles exercées par le chef de l'État à bon droit, parce qu'il est le président en exercice. Il a le droit, il a toute la plénitude d'aller rendre compte à ses populations, à ses mandats. C'est pour ça que je martèle ici pour dire que le président Patrice Talon est entièrement et totalement dans ses prérogatives fonctionnelles à travers cette tournée de révision de comptes en 2 phases. C'était pas de la pré-campagne. C'est maintenant que la parole a été enfin libérée, le suspense est libéré, le président Patrice Talon nous a libérés, nous autres, parce que je veux faire une confidence. Je suis en contact permanent avec plein de Béninois de l'extérieur, des institutions internationales. Nous avons toujours parlé de ça et nous étions anxieux. Nous étions vraiment frileux. Ne sachant pas quelle réponse donner. Ne sachant quelle réponse donner. Mais dès que la parole a été libérée le 15 janvier, moi personnellement, vous savez, je suis
un bon amateur du bon vin. Mais ce 15-là, j'ai sorti 2 bouteilles de bon vin fait de Bordeaux, du vin fait de Bordeaux que j'ai bu à satiété. C'était à la limite une fête. C'était une fête. Alors vous avez dit, le chef de l'État a libéré la parole. Quelle sera la suite? La suite, c'est quoi? La suite, c'est que ça sera la plénitude. Qu'est-ce que j'entends par plénitude? La plénitude, désormais, c'est la consolidation des réformes commencées, ce qui n'est pas facile. Parce que les réformes, comme vous le savez, procèdent du superstructurel, des mentalités qui sont très lentes à bouger, contrairement aux infrastructures. Vous savez, en 5 ans, on a fait plein de belles routes. Mais la superstructure, en termes de mentalité, en termes du savoir-faire, du faire des populations, ça évolue très rapidement. Donc il faudra résolument œuvrer pendant ce second mandat à consolider les réformes courageusement entreprises par le président Patrice Talon. Et soit dit en passant, vous le savez, je suis plusieurs fois passé par ici, je l'ai dit. Ce sont ces réformes qui, en 2015, m'ont embarqué, moi, donc depuis 5 ans, ce sont ces réformes qui m'ont embarqué, on est là. Donc la considération des réformes, notamment des réformes phares, dans l'éducation, par exemple, dans le domaine de l'éducation, l'adéquation entre la formation et l'emploi, c'est pour cela que le président Patrice Talon, sans l'avoir annoncé, a déjà commencé par envoyer en formation des formateurs des enseignements, de l'enseignement technique et professionnel. Il a annoncé dernièrement au cours de cette période, de son période, beaucoup de tournées, l'aéroport de Gros-Djiboué, qui va insuffler un dynamisme formidable au développement du Bénin, et le contournement nord de Cotonou. C'est l'opérationnalisation, la dynamisation de la zone franche économique. Bref, la consolidation le système partisan qui a suscité beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'engouement, ça va se remporter. Système partisan, jusque-là critiqué par une certaine classe politique qui parle d'exclusion. Non, une classe politique qui fait plutôt du dilatoire. Pourquoi? Du dilatoire parce que vous savez, en communication politique, il y a ce qu'on appelle le dilatoire. Quand on manque d'argumentaire, quand on n'a pas d'argument de faire valoir, on fait opposition en termes de dilatoire. On veut critiquer le système partisan aujourd'hui. Le système partisan en cours n'est pas né du jour au lendemain. C'est la législative passée qui a décidé de ce système partisan. Qu'est-ce qui a fait peur? C'est que les gens avaient pensé que, comme dans un passé récent, on décide de faire les choses et on ne les fait pas. Les gens avaient pensé que oui, on va simplement signer un document arrangé au placard. C'est faux. Et qu'est-ce qui fait peur actuellement? C'est l'article 142. C'est l'article 142 avec l'incontournable 10%, l'article 142 qui institue le parrainage et ses articles suivants, les 10%, parce que désormais, là, il faut conférer aux partis politiques son plein pouvoir, la plénitude de ces droits, c'est-à-dire avoir des partis politiques forts. Aux États-Unis, en définitive, il n'y a que 2 partis politiques, les démocrates et les républicains. Il y a des indépendants qui s'agissent de temps en temps aux primaires, mais ils s'effacent rapidement. Oui, c'est vrai, quand donc, on donne ces exemples. Nous voulons des partis nationaux. Il est grand temps, et le président Patrice Talon l'a commencé, il est grand temps que le Bénin soit placé sur l'orbite des grandes nations politiques, et c'est ce à quoi nous nous appelons résolument. Alors, une certaine classe politique, encore une fois, estime que le parrainage, ça c'est le volet politique, estime que le parrainage inscrit donc dans le code électoral est une manière d'écarter, sinon d'écarter certains pour la présidentielle de 2021, par exemple. Non, il faut qu'on soit sérieux. Et donc on a commencé par être sérieux, il faut que les autres aussi commencent par être sérieux. Comme j'ai commencé par Pensez-vous qu'ils sont en retard? Ils sont très en retard, ils font du dilatoire, je l'ai dit. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de dire ne tient pas la route. C'est du dilatoire. Et vous savez que ça soit au nord, que je connais très bien, ou au sud, il y a un adage qui dit que la femme qui ne sait pas danser accuse prioritairement ses seins. Soit elle a les seins trop longs, ou bien des seins trop petits, qui l'empêchent de danser. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Voilà une certaine opposition qui est en perte d'argumentaire, c'est-à-dire en perte d'argument, et qui veut noyer le poisson. Non. Nous avons dépassé ça. Et le peuple béninois est désormais vigilant par rapport à ces objecteurs de conscience qui ne doivent pas l'être, parce qu'on les a vus à l'œuvre. On sait ce qu'ils sont, on sait d'où ils sont venus, ce qu'ils font.
Par rapport à ça, non, nous on est serein par rapport à la consolidation. Est-ce que les nombreuses attaques de l'opposition à l'encontre donc du régime en place vous paraissent fondées? Non, c'est ce que je dis. On cite entre autres la démocratie qui est en berne, de nombreux exilés de part et d'autre, la fermeture de certaines entreprises. Non, vous voyez que j'ai ri franchement, non? J'ai ri franchement, mais c'est de tristesse. J'ai ri de tristesse parce que ce n'est pas bien ce que nos amis d'en face font. C'est du dilatoire, comme je l'ai dit là, je me répète. Quelle démocratie est menacée au Bénin? Quelle démocratie est menacée? Si la démocratie... On parle d'une démocratie chèrement acquise à la conférence nationale de 1990. Mais ces 5 dernières années, en tout cas selon l'opposition, la démocratie béninoise ne se porte pas bien. C'est ce que je dis. Et les gens font pathétiquement référence à la conférence nationale. La conférence nationale, c'est 31 ans déjà. Ça fait plus d'une génération. Une génération en démographie, c'est 25 ans. Ça fait plus d'une génération. Nous devons avancer. Et résolument, comme eux sont attachés à cette constitution, nous aussi, nous sommes attachés à la constitution de 1990. Parce que c'est cette constitution de 1990 qui est toujours en cours. On n'a pas une nouvelle constitution. Malgré les retouches apportées en 2019. Ce ne sont que des amendements. Prenez la constitution des États-Unis. Il y a des centaines d'amendements. Ce n'était qu'un toilettage pour donner à cette constitution, à laquelle ils tiennent beaucoup, toute sa vigueur. Donc, dire que on veut restaurer la démocratie. La question que j'ai toujours posée, il veut restaurer quelle démocratie? La démocratie Nescafé qui ne nourrit pas son homme, et ils l'ont déclaré eux-mêmes. On n'a pas besoin de cette démocratie Nescafé. Et justement, c'est parce qu'il y a la démocratie au Bénin qu'ils ont la possibilité, qu'ils ont le loisir, qu'ils ont la liberté dont ils abusent pour dire ce qu'ils racontent. Par rapport à ça, on fait d'assises nationales. Une quelconque assise nationale est hors sujet, c'est hors de propos parce que les contextes sont sociologiquement différents. Que les années 90. Il y a 31 ans, le contexte n'était pas celui-ci. Moi, je peux vous assurer, parce que je suis ton grand frère. Oui, ça c'est non négociable. Il y a 31 ans, nous, on est resté 8 à 9 mois sans salaire. Aujourd'hui, au plus tard, le 19 du mois, le salaire est versé. Je mets n'importe quel travailleur au défi de me contredire. Au plus tard, le 19 du mois, le salaire est payé. On va alors dire que le Bénin est en crise. Le Bénin n'est pas en crise. La démocratie béninoise n'est pas en crise. Elle se porte très bien. Elle se portera davantage. Elle se portera même davantage avec le second mandat que le président Patrice Talon a bien voulu nous offrir. D'accord. Votre mot de conclusion. Mon mot de conclusion, c'est que je voudrais rassurer que à cause de la tournée présidentielle, moi je suis rassuré que le peuple béninois est déjà totalement mieux et a compris les grands enjeux de son développement, de son avenir. Et le peuple a compris que c'est le président Patrice Talon qui s'y attelle résolument pour que le Bénin se révèle davantage. Donc, je voudrais simplement exhorter mes frères et mes sœurs à poursuivre le soutien résolu et enthousiaste à la gouvernance du président Patrice Talon pour que le mieux pour que le mieux de demain, le mieux du second mandat remplace déjà le bien de ce premier mandat. C'est sûr que votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Professeur Gilles Goyi, merci d'être passé sur le plateau du grand format. Je précise, vous êtes directeur adjoint de cabinet du ministre de la Communication et de la Poste, mais pour la circonstance, vous remplacez l'autorité de tutelle, le ministre Alain Orunla, qui bien entendu avait donné son accord de principe, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il s'est excusé. Encore une fois, merci d'être passé sur le plateau du grand format. On va installer tout à l'heure Jacques Ayadi. Il est le président du parti Moël Bénin. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
L'Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Notre second invité, comme je l'avais annoncé, c'est Jacques Ayadji. Il est le président du parti Mowel Bénin. Jacques Ayadji, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau du grand format. Dites-nous comment se porte le parti Mowel Bénin. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion que vous m'offrez ce matin de saluer les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Merci. À qui j'ai dû beaucoup manquer. Sans doute. Ce n'est pas manque d'effort des animateurs de Canal 3. J'ai jamais pu vous dire non. Parce que le Jacques Ayadji que vous avez aujourd'hui n'est plus celui d'hier. L'oiseau solitaire qui pouvait sortir et intervenir quand il veut. Aujourd'hui, il est le président d'une formation politique qui a des règles. Il y a bien de contraintes aussi. Et donc, je profite pour remercier la direction de communication et les instances du parti qui ont accepté que je puisse m'entretenir avec vous ce matin et renouer avec vos téléspectateurs. D'accord. Moi, le Bénin se porte très bien, comme vous le voyez. Quelles sont ces réalités d'aujourd'hui? Vous êtes dans le pays et vous pouvez remarquer que c'est le parti qui anime le plus la vie politique au Bénin. C'est le parti qui regroupe les jeunes et les femmes. Et lorsqu'on parle de jeunes et de femmes, on parle de dynamisme. Nous ne tenons pas les pas à Mowel Bénin. Si nous voulons faire quelque chose, il n'y a pas de machine lourde qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est pourquoi ce que les gens ont su seulement avant-hier, nous l'avons déjà perçu. Oui. Comme une forme de prophétie. Il y a très longtemps. N'est-ce pas? Mais lorsque vous êtes avec un chef et vous lui êtes loyal et fidèle, vous pouvez lire en ce chef-là. Et c'est ce que Mowel Bénin fait auprès du chef de l'État. D'accord, vous parlez d'un parti dynamique depuis sa naissance. D'un parti dynamique, oui, mais d'un parti fidèle, oui, et loyal, débarrassé de tout calcul. Nous ne faisons pas de calcul à Mowel Bénin. D'accord. Au niveau de Mowel Bénin, on a vu que c'est un parti, n'est-ce pas, qui fait partie donc des premiers à être en règle en République du Bénin, mais on ne vous a pas vu pour les élections législatives ni les élections communales. On a même parlé d'une certaine fusion, on doit dire, ou d'une certaine complicité avec l'Union progressiste pour le compte des élections communales. Que s'est-il passé exactement? Bon, lorsque vous naissez, vous valissez. Vous valissez, vous allez à quatre pattes. Si. Ensuite, vous tentez d'aller à deux, vous tombez, vous trébuchez, vous tombez, vous trébuchez. C'est nécessaire pour construire l'homme. C'est nécessaire pour la croissance de l'homme. Lorsque vous mettez au monde un enfant qui commence par marcher dès le premier jour, vous devez fuir. Alors, Mowel Bénin a certes connu des déboires sur son chemin, mais il tient bon. Il s'enrichit, il se bonifie de ces échecs-là.
D'accord. Et vous verrez par la suite. Alors, le 15 janvier, vendredi dernier, donc à Djohou, c'est à la limite une prophétie du parti Mouel Bénin qui s'est réalisée à travers donc cette déclaration, cette annonce du chef de l'État d'être candidat, puisque par le passé, en tout cas il y a bien longtemps, pour ne pas dire très tôt, le parti Mouel Bénin avait déjà désigné Patrice Talon comme son propre candidat. Comment vous avez donc accueilli cette déclaration du 15 janvier dernier? D'abord, c'est vous qui parlez de prophétie. Nous, à Mouel Bénin, nous ne parlons pas de prophétie. C'est vrai que dans l'allocution d'hier, j'ai dit tel un prophète. C'est pour faire, comment on appelle, une caricature. En fait, nous avons vu ce qui a commencé par se passer au Bénin depuis le 6 avril 2016. Et à un moment donné, on a dit, bien que le patron de la majorité présidentielle n'avait pas encore dit qu'il allait rempiler, nous nous sommes dit au niveau de Mouel Bénin que s'il ne rempilait pas, ce serait grave pour notre pays. On ne peut pas arrêter la dynamique comme ça pour prendre le risque de retourner dans nos travers. C'est pourquoi par cette décision-là, on peut dire que nous avons forcé la main au président pour dire oui à l'appel du peuple. L'appel du peuple incarné par Mouel Bénin qui, avec ce qui s'est passé samedi dernier, devient le parti du président Patrice Talon. Alors, est-ce à dire que le chef de l'État a beaucoup plus écouté les doléances, les nombreux appels, aussi bien de Mouel Bénin que d'autres mouvements et formations politiques, ou bien c'est sa propre volonté d'être candidat? Je ne pense pas que ce soit seulement sa propre volonté. Parce que si vous avez suivi la campagne électorale de 2016, vous devez vous remarquer que le candidat à l'époque était un convaincu de la nécessité du mandat unique. Et quand il est venu, il a tenté à plusieurs fois de mettre en œuvre ce mandat unique. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les gens n'en voulaient pas. Ceux qui ont intérêt à ce qu'on s'éternise au pouvoir, ceux qui n'avaient pas voulu s'en tenir aux 10 ans de 2006 à 2016 ont vu tout de suite un risque. Parce qu'ils espèrent un jour venir au pouvoir. Et si jamais on dit que 5 ans, ça suffit, ça ne les arrangeait pas. C'est pourquoi ils ont fait feu de tout bois pour que cette réforme-là échoue. Voilà ce que je peux vous dire, pour dire que bon, la volonté du chef de l'État seul, non. Oui. Il a dû écouter son peuple. Son peuple, écouter Mouel Bénin aussi. Mais il y a une classe politique qui estime que le chef de l'État avait fait une promesse, celle de rester au pouvoir seulement 5 ans, c'est-à-dire faire un mandat unique, le volet que vous abordez tout à l'heure. Alors, le 15 janvier dernier, en annonçant sa candidature pour rempiler en 2021, ou le 11 avril prochain, c'est un peu comme si le chef de l'État n'a pas tenu sa promesse. Comment vous appréciez cette position d'une certaine classe politique au Bénin? J'aurais pu faire simple en vous disant que c'est du passé. Mais je ne ferai pas cette fuite en avant là. Je dirais simplement, mais je vous poserai la question de savoir qui sur cette terre ne change pas d'avis? Qui sur cette terre ne rebrousse pas chemin? Ceux qui le disent, leur posture aujourd'hui montre que on peut changer d'avis. Je sais que vous faites allusion, comment on appelle, à la dernière déclaration du président du parti Les Démocrates. En effet. Mon cher ami Ewounete. C'est parce qu'on peut changer d'avis qu'aujourd'hui, il est le président du parti Les Démocrates, dont le président d'honneur s'appelle Boni Yayi. Vous vous rappelez très bien la position d'Éric Ewounete par rapport à Boni Yayi. Par le passé. Par le passé. S'ils sont ensemble aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut dire quelque chose à un moment donné de la vie et par la suite changer d'avis. Changer. Par conséquent, il faut comprendre ce changement d'avis du président Patrice Talon. Et si vous faites un petit recul dans l'histoire de notre pays, vous allez vous rendre compte qu'à la conférence nationale, on avait dit
que ceux qui devaient diriger la transition devaient renoncer à candidater aux élections présidentielles de 1991. Suivez mon regard et vous saurez qu'on peut changer d'avis en coup de chemin. Ceux qui avaient pris cet engagement et qui ont pris le pouvoir en 1991 ont dû changer d'avis pour aller à ces élections. Moi-même qui vous parle aujourd'hui et qui me présente dans la posture de défenseur d'un second mandat du président Patrice Talon, vous savez ma position en 2015-2016 quand il a annoncé sa candidature. Ça veut dire qu'on peut changer d'avis. On peut rebousser chemin. Donc ce n'est pas... Le président Patrice Talon n'a pas le monopole on a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Et alors, si aujourd'hui même il décidait de ne pas se représenter aux élections de 2021, il aurait manqué à ce peuple. Ce qu'il n'a pas voulu faire. Et je voudrais profiter de votre plateau pour le remercier encore une fois d'avoir donné raison à Moïse Bénin, qui, sans aucun calcul, là, à l'occasion de son conseil national du 9 août dernier à Gordien-Tulip, l'a désigné comme candidat. Décision confirmée par le congrès des 26 et 27 septembre 2020 à Abomey-Calavi. Pour dire que Moïse Bénin a vu juste. Moïse Bénin est attaché au peuple et à son bonheur. Et le bonheur du peuple béninois aujourd'hui, c'est la continuité de la dynamique en cours. Alors, continuité, hein, cette tournée du chef de l'État, on l'a noté. On a également noté, n'est-ce pas, les périples, sinon le périple du professeur Joël Aïva, pour le nommer directement, n'est-ce pas, qui avait déjà vu venir cette histoire de continuité et qui s'est interrogé à 4-6 mois, n'est-ce pas, avant ces élections pour savoir qu'est-ce qui va continuer. Est-ce les multiples, personnes en exil? Est-ce la multiple fermeture d'entreprises? Bref, il y a bien de ces interrogations que le professeur Joël Aïva s'était posé qui, d'une manière ou d'une autre, constituent des mal-donnes sous le régime de la rupture. Bon, peut-être que c'est un ami aussi. Hein. Il n'est pas dans le pays. Ah bon? Peut-être qu'il n'est pas dans le pays parce que s'il était vraiment résident au Bénin et s'il y vivait, je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir des propos du genre. D'abord, c'est sous Patrice Talon que, espère, on peut travailler sur la relecture de la Constitution pendant moins de 2 mois et empocher 10 millions de francs CFA. Ça veut dire que sous Patrice Talon, le travail, il est payé. D'accord? Je citais tout à l'heure des exemples sans nommer pour dire qu'on peut changer d'avis. Si on ne change pas d'avis, peut-être que celui dont vous parlez serait toujours NCC. C'est-à-dire? Serait toujours membre du parti Notre Cause Commune, ou membre du PRD, etc., etc. Donc on peut changer d'avis. Ce qui va continuer et qu'il faut que nous précisons au professeur Aïva, c'est que la facilité de la vie. Je ne sais pas, lorsque vous êtes dans l'administration publique, c'était pas très facile avant d'avoir votre fiche de paie. Aujourd'hui, votre fiche de paie, vous l'avez sur votre smartphone. C'est des choses qui ne sont pas forcément quantifiables. Mais si vous êtes en position de bénéficier de ces services-là, vous allez vous rendre compte que c'est rien, mais c'est beaucoup. Lorsque vous avez besoin de casier judiciaire aujourd'hui, avant, vous pouvez, si vous avez la malchance d'être né dans la partie septentrionale et que vous vivez dans la partie méridionale, vous devez vraiment prendre le risque de prendre la route, etc. Aujourd'hui, votre casier judiciaire, vous l'avez sur votre smartphone. Nos compatriotes qui sont à l'extérieur de leur lieu de résidence, ils peuvent avoir leur casier judiciaire. Je ne donne que ces exemples, les routes. Bon, je ne pense pas que le président Patrice Talon, les soirs, il ramasse les routes et il rentre chez lui. Et le lendemain, il revient les poser. C'est-à-dire que mouvanciers opposants passent sur tout le monde passe là. Et donc, si le professeur Aïva pouvait aller dans certains quartiers de Cotonou
aller par exemple à ce Yatimé où moi j'ai passé toute mon enfance et demander aux gens qui déjà décidé qu'encore peut se retrouver au Carrefour, au Brooklyn, en une poignée de secondes, s'il peut leur demander ce qu'il va continuer, ces populations vont lui répondre. S'il fait un tour dans la Coq-Bateau et autres, dans Godomé, Kanglor, partout, pour demander à ces populations ce qui va continuer, ces populations vont lui donner la réponse. Alors, je ne dis pas que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement sans tâche. Justement, c'est là que j'allais Nous avons des échecs et il faut assumer ces échecs. On comprend que la liste des réalisations et des prouesses du régime en place est bien longue, mais est-ce à dire que tout s'est bien passé, que tout est rose, que tout va bien? Vous avez suivi le président au cours de sa tournée? Bien entendu. Donc, si vous l'avez suivi, il n'a jamais donné l'impression que tout est fait. La preuve est qu'il a dit que nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'à la fondation. Nous sommes en train de déblayer le terrain. Nous sommes en train de nous mettre sur le chemin du développement. D'accord. Alors, en reconnaissant donc que tout n'est pas rose, en reconnaissant, c'est-à-dire, je parle du chef de l'État qui, bien entendu, a noté à des niveaux donnés qu'il y a bien de choses à se reprocher, bien de choses à corriger pour l'avenir du pays. Est-ce que cela ne devrait pas amener le chef de l'État à se montrer un peu disposé à écouter donc cette classe politique qui dénonce des mal-donnes dans la gouvernance? D'abord, tout ce qui a été prévu le 16 décembre 2016 dans le programme d'action du gouvernement, tout n'est pas fait. D'accord? Parce qu'il y a quand même un élément important. Pour bien d'autres raisons. Il y a un élément important dont personne ne parle. La pandémie, la Covid-19, ça a bouleversé tout le monde entier. Et bousculer les agendas aussi. Bousculer les agendas. Il y a plein de projets qui ont été enrhumés dans mon secteur, le secteur qui est le mien, à cause de cette pandémie. Les infrastructures. J'ai suivi celui qui m'a précédé tout à l'heure parler du contournement nord de la ville de Cotonou, de l'aéroport de Vous êtes bien placé pour en parler davantage. Donc, dans la planification, il y a ce que nous appelons, dans le cadre logique, les hypothèses et les risques. Donc, ce n'est pas parce que vous avez planifié de faire quelque chose que des situations imprévues ne peuvent pas vous amener à ne pas atteindre vos objectifs. Donc vous me dites, est-ce que le président est conscient de ce que tout n'est pas parfait et que les choses restent à parfaire, est-ce qu'il ne devait pas lâcher du lest pour se rendre disponible pour écouter ceux d'en face? Je pense que si vous avez suivi la réunion du 6 mai 2019, je crois, à la présidence, où le président a fait appel à tous les partis politiques pour qu'ils s'entendent pour donner les touches nécessaires à la charte des partis politiques et au code électoral pour permettre à tous les partis politiques de pouvoir aller aux élections législatives. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la réponse que ceux dont vous parlez avaient donnée à l'époque. D'abord le boycott de cette réunion à la présidence. Ensuite, le président, dans son intervention au cours de cette réunion-là, a déploré leur présence et les a suppliés presque de se joindre aux autres pour aller toiletter ces tests-là. Mais lorsqu'ils ont pris la parole, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Il faut dissoudre la Sénat. Il faut récuser, comment on appelle, la médiation du président de l'Assemblée nationale à l'époque, Adrien Ngouedi. Il faut appeler la CEDEAO au secours. Tout ça. Lorsque vous faites tout ça, c'était des suggestions. Vous savez, les gens disent que le président Kérékou, paix à son âme, fut un homme de consensus. Oui, mais c'est incomplet. Lorsque on donne cette phrase et on s'en arrête là, on est incomplet. Si on avait menacé le président Kérékou à la conférence nationale, nous n'aurions pas les résultats que nous avons eus. Donc, en fond, il dit, mais nous, bien, c'est à l'heure, nous dit, gars. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que celui qui demande, c'est sa mère qui est beaucoup plus en bas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas défier quelqu'un. Vous ne pouvez pas lui pointer une arme pour lui dire de venir négocier avec vous. Et tout le problème que nous avons aujourd'hui, on parle de Parana ici, de ceci par là, est parti de là. Si on avait eu des élections, nous avons été victimes de ce comportement des forces de l'opposition.
Si on avait eu des élections législatives, inclusives, comme les gens le demandent, en ayant le comportement contraire pour créer la sinistrose dans notre pays, pour créer le pourrissement, pour organiser le vide juridique, pour pouvoir ramasser le pouvoir par terre, s'ils avaient collaboré pour que les élections soient plurielles, inclusives, et que chaque parti, chaque composante du pays se retrouve à l'Assemblée nationale, qui va parler aujourd'hui du parrainage? Qui parlera de ça? Parce que chacune des formations politiques aurait obtenu du peuple le poids nécessaire aussi bien à l'Assemblée que dans les municipalités. Et si le peuple ne vous accorde pas le nombre de parrains nécessaires, c'est que ce peuple ne vous veut pas, et comme on appelle, sur la liste des élections présidentielles. En résumé, ils ne se sont pas réveillés très tôt. Non, je ne peux pas dire, je dis ça, c'est trop, comment on appelle... Réducteur. Pas réducteur, c'est que c'est trop valorisant pour eux. Ce qu'ils ont fait, c'est encore plus grave. C'est plus grave. Ils n'ont carrément pas voulu. Ils ont voulu créer, comment on appelle, le chaos dans le pays. Parce que de dire, ah non, on ne peut jamais, deux partis soutenant les chefs de l'État ne peuvent pas être seuls et candidats aux élections législatives. Donc nous allons tout faire pour amener à cette situation, pour empêcher que les élections législatives se déroulent à bonne date. Alors, est-ce qu'avec la naissance donc, du Front pour la restauration de la démocratie, qui entend faire bloc contre Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2011, avec bien d'exigences, est-ce que ça vous inquiète, vous, parti soutenant la majorité présidentielle? Non, rien ne nous inquiète. Surtout, ces choses-là nous font rire, enfin, me faire rire particulièrement. Nous sommes en politique. Oui, parce que vous savez, cette opposition a un défaut. Cette opposition a un talon d'Achille, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de militants au sein de l'opposition aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir des fronts plus pluriels. Je vous suis. D'accord? Oui. Groupe s'engager pour le Bénin, ceci, cela. C'est-à-dire, on ne les voit pas ensemble. Ils ont une multiple facette. Et puis, bon, les exigences ne sont pas les mêmes. Il y en a qui passent par derrière pour chercher des parrains parmi les députés qui sont nommés. Parce qu'on a dit que c'est les députés du sang. Etc. Mais on passe derrière pour voir. Je pense qu'il faut avoir un parcours militant. Alors, deux mots sur la question du parrainage aujourd'hui. Vous savez, les gens célèbrent la Constitution du 11 décembre 1990. Mais cette Constitution, moi, je vais peut-être tenir des propos graves. C'est un poison pour notre pays. C'est-à-dire? C'est un poison pour le Bénin. Et je pense qu'il faut quand même donner de l'histoire de notre pays qu'on puisse revoir de fond en comble cette constitution-là. Parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, les gens... Je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui. Ma position par rapport à la conférence nationale, ça n'a pas changé. Une conférence nationale qui a mis en place un système qui relègue le peuple au second plan et qui crée un consensus sur la corruption pour permettre à une minorité de personnes. Ça, c'est l'appréciation de Jacques Ayagi. C'est mon appréciation et ça doit être l'appréciation de tout Béninois averti. En tout cas, on n'en est pas encore là. Alors, pour la présidentielle, on a senti que le parti Moël parce que les gens vous disent que l'argent a circulé pendant 30 ans. Mais pourquoi ceux qui ont eu cet argent pendant ces 30 ans? L'argent a circulé. Un autre verbe du premier groupe utilisé par le chef de l'État, c'est qu'aujourd'hui, l'argent travaille. Ma nouvelle question, elle est celle-ci. Oui. N'est-ce pas? On a senti que le parti Moël Bénin anticipe la plupart du temps. Et donc, pour le compte de la présidentielle, vous êtes à quel niveau? Nous sommes très avancés. D'après que nous avons décidé de choisir Patrice Talon comme notre candidat, nous n'avons pas attendu qu'il se déclare même avant de lancer une campagne pas électorale dans le pays, pas du tout. Nous avons des équipes partout dans le pays pour aller recueillir le ressenti des populations sur les 4 années que le président vient de passer à la tête du pays. Et si vous suivez bien les réseaux sociaux,
il y a les rendez-vous du mercredi et des capsules que nous diffusons pour montrer que le peuple béninois est en phase. Est-ce que vous ne craignez pas que cela soit interprété comme une forme de campagne avant la date officiellement lancée par la Sénat? Vous m'avez vu dans vos studios diffuser ces capsules-là? Pas du tout. Bon, écoutez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et ceux qui font comment ils ont appelé ça, de tournée itinérant, là, de dialogue itinérant, eux aussi, pourquoi vous n'interprétez ça pas comme une campagne électorale? Non, il faut animer la vie politique. Nous sommes en train d'animer cette vie politique-là. Jacques Kayadji, on a compris l'essentiel. Votre bout de conclusion, très rapidement. Bon, je vais quand même m'adresser à toute la classe politique. Nous avons besoin de nous parler. Il faut surtout de nous écouter. De nous écouter dans un environnement très apaisé. Le chef de l'État l'a souhaité à plusieurs occasions et il lui a toujours été réservé une fin de non-recevoir. Je souhaite que ceux qui veulent que notre vivre ensemble s'améliore changent leur fusil d'épaule afin que nous puissions nous voir autour d'une table pour parler de notre pays. S'agissant de la campagne qui va démarrer bientôt pour que notre champion soit réinstallé en mai prochain dans le fauteuil présidentiel. Vous semblez avoir toutes les assurances de sa réélection. Moël Bénin va se battre. Et vous allez voir dans les prochains jours. Nous ne faisons pas de calcul. D'abord, vous aurez une tournée nationale très bientôt du président du parti que je suis pour aller apporter la bonne nouvelle dans les 77 communes. Et nous aurons sur les premières lignes de la campagne du président de la République. Et je profite de l'occasion pour le remercier encore une fois de nous avoir honorés, d'avoir honoré Moël Bénin en nous donnant raison par la déclaration de sa candidature à Diogoun dans la vallée de Lomé. Jacques Kayadji, merci d'être passé sur le plateau de grand format. Je rappelle, vous êtes président du parti Moël Bénin. Je vais vous accompagner avec la revue de presse hebdomadaire signée aujourd'hui Narcisse à l'OCR, le temps qu'on installe donc José Fortuné Merouenou. Il est journaliste au quotidien de service public La Nation. On va parler entre confrères tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité reste encore dominée cette semaine par la présidentielle de 2021. Le quotidien Fraternité nous emmène dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat et nous renseigne sur l'exercice de distribution des formulaires de parrainage des candidats. Présidentielle 2021, les parrains sont prêts et les candidats manquent à l'appel, pointe le Canard de Ménotin. Selon la publication, 61 formulaires ont été déjà retirés par les élus, mais aucun candidat ne s'est encore manifesté jusque-là. En tout cas, sur le marché du parrainage, écrit Fraternité, l'offre est disponible en quantité suffisante pour contenter ceux qui détestent la course contre la montre et qui préfèrent l'anticipation. Le même sujet fait la 2 de 1 de Libération. Présidentielle 2021, titre le journal, plus de 60 députés et maires sont déjà prêts pour parrainer les candidats. Les parrains sont disponibles, mais ça sent mauvais au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent où la guerre de leadership s'intensifie, informent les journaux. Au centre des débats, Théophile Yarou, qui selon les publications, réclame la tête d'un des candidats à la candidature du parti pour l'échéance électorale de 2021. Dans ce sens, l'ancien ministre de Boni Yayi écrit au secrétaire exécutif national du parti Paul Hunkwe, affiche le quotidien Matinal à sa 2 de 1. Et dans sa lettre, détaille le journal, l'homme demande une réunion d'urgence pour examiner les questions qui fâchent. Commentaire du journal L'Investigateur, Théophile Yarou voit le mal partout. Pour Libération, Théophile Yarou est dans tous ses états parce qu'il n'a plus la chance d'être le porte-étendard de la FCBE pour la présidentielle de 2021. Le journal L'Autre Vision lui voit dans cette guerre de leadership du parti FCBE un vain combat contre le secrétaire exécutif national Paul Hunkwe. Le quotidien Matin Libre va un peu plus loin et croit savoir qu'il y a une crise qui
qui s'annonce au sein du parti au logo Cori sur fond vert dans cet exercice de désignation du duo de candidats pour la présidentielle de 2021. Du coup, interrogation de mon confrère, le parti va-t-il donner à nouveau raison à Boni Yayi? Toujours au sein de l'opposition au régime de la rupture, le journal Les 4 Vérités s'intéresse à la naissance du Front pour la restauration de la démocratie et trouve qu'il y a 2 grosses absences. Mon confrère cite les noms de Candide Zanaï et Sébastien Adjavon. Des absences qui, ajoutées à l'atmosphère tendue au parti FCBE, font dire au journal Le Potentiel que la division reste la maladie incurable de l'opposition au Bénin. Parlant de la classe politique, le quotidien Le Matinal parle du financement public des partis politiques et nous apprend que l'Union progressiste, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent ont perçu leur dernière tranche. Dans la suite, cette semaine, le gouvernement déploie encore ses ailes sociales dans le volet assainissement pluvial dans la ville de Cotonou. Au total, 9 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la reconversion des sinistrés, écrit en gros titre le quotidien Matinal dans sa livraison de vendredi. Les chèques ont été remis 24 heures plus tôt, ajoute le journal. Le journal Bénin Intelligent nous sort les statistiques des cas d'accidents sur les routes et constate qu'il y a une diminution de ce fléau en 2020. Seulement 352 victimes en 2020, note mon confrère, qui attribue cette diminution au travail du Centre national de sécurité routière, de la police républicaine et des organisations non gouvernementales. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Notre invité média aujourd'hui, Anon Josué Fortuné Mapouenou, il est journaliste au quotidien de service public La Nation. Josué, bonjour. Bonjour Arabe. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va débattre entre confrères de l'actualité nationale, notamment la tournée du chef de l'État. Le chef de l'État qui a clôturé, sinon achevé la dernière phase de sa tournée dans les communes. Quelle est votre appréciation de ce périple du chef de l'État? Merci beaucoup à vous, Arabe, pour l'invitation. Je pense qu'il n'y a pas d'appréciation particulière à avoir par rapport à cet exercice. Il faut juste constater que c'est un inédit. En tout cas, pour ce que je sais, c'est la toute première fois dans l'histoire de ce pays, tout au moins à l'ère du renouveau démocratique, qu'un président de la République décide au thème de son quinquennat d'aller faire l'évaluation du déploiement de l'action publique à la tête du pays avec les populations directement à la base. Il aurait pu, le chef d'État aurait pu faire désigner quelques délégués ou quelques représentants par commune, les rassembler quelque part pour 1 ou 2 jours pour dire qu'il fait le bilan de son quinquennat. Ça aurait été également une manière de rendre compte des 5 ans qu'il a passé à la tête de l'État, mais il a préféré plutôt faire le tour des 77 communes du pays par la route, aller rencontrer commune par commune toutes les populations, écouter les doléances des maires, des associations de développement, des sages, des notables. Je pense que c'est un exercice à féliciter et à encourager. Et j'ai été séduit de constater qu'au thème de l'exercice, le président de la République lui-même reconnaît que c'est un exercice qui mérite d'être souvent fait, parce que à Cotonou, dans les 4 murs des bureaux, sur les documents et les rapports qu'on peut avoir, quelle que soit la nature de ces rapports-là, la descente sur le terrain, le contact direct avec les populations permet d'avoir une idée meilleure, de mieux apprécier les choses et d'avoir une lecture plus authentique de ce qu'est la gouvernance ou de ce qu'est la situation dans chaque localité, dans chaque contrée du pays. Donc, à la dernière phase, le chef de l'État a annoncé, entre autres promesses, n'est-ce pas, sa candidature, c'est-à-dire sa volonté de briguer un second mandat. Comment vous, à votre niveau, au niveau de votre rédaction, n'est-ce pas, vous avez accueilli la nouvelle? Au niveau de la rédaction, il faut attendre demain à travers les publications et les comptes rendus, les analyses, les commentaires. Un travail se fait de la rédaction, oui, pour savoir concrètement qu'est-ce que le quotidien La Nation dira de cette... Non, je crois que c'est... J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, le président de la République a fini par céder
à la pression. Parce que derrière le 12 novembre, à la première étape de la tournée, dans la commune de Savet, il avait été déjà demandé de se représenter candidat. Et donc, vous imaginez que à l'exception peut-être de l'étape même l'étape d'Adjoung déjà, puisque le maire d'Adjoung a parlé avant lui. Donc, 77 fois déjà, il lui a été demandé de se porter candidat pour telle ou telle autre raison. Des gens l'ont demandé avec tous les états d'âme possibles, selon qu'on soit dans telle ou telle autre commune. Les gens l'ont demandé avec ferveur, les gens l'ont demandé avec joie, les gens l'ont demandé plus ou moins avec les larmes aux yeux. Donc, je pense que c'était une pression qui lui pesait un peu sur les épaules, d'avoir subi autant de choses. Je ne sais pas si la décision de se porter candidat, il avait déjà prise avant d'entamer cette tournée-là. Mais lorsqu'on suit un peu les différentes étapes de la tournée, je pense quand même qu'il n'avait pas le choix. Il aurait peut-être préféré revenir à Cotonou, se garder de le faire sur le terrain et trouver une autre manière de le faire. Mais je pense que la manière dont cette candidature a été annoncée était quand même c'était quand même la bonne. Parce que, étant encore dans le feu de l'action, il a préféré laisser parler son cœur, comme il a dit. Et il ne s'est pas arrêté à annoncer tout simplement qu'il a l'intention de continuer la dynamique qui est en cours. Il a expliqué un certain nombre de choses. Il est allé, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il est allé dans des détails assez importants. Il a parlé de son enfance modeste, de son parcours modeste d'opérateur économique. Il a révélé un peu comment est-ce que son plus grand rêve d'enfance a été brisé, comment est-ce qu'après il s'est refait dans les affaires. Ce parcours que tout le monde crédible, d'un parcours de grand opérateur économique, lui-même il le juge modeste, mais après il dit qu'à côté de tout cela, quelle que soit la grandeur et la force d'un homme, il n'y a rien de plus important, de plus passionnant, de plus émouvant que de servir son peuple. Je pense que c'est ce chemin-là que le président Patrice Talon a choisi. Il a déjà fait, je dirais, servi donc son peuple pendant 5 ans. Il a suffisamment d'énergie pour poursuivre. En tout cas, il a dit que tant qu'il aura la santé et l'énergie et la force, il ne se fera pas supplier. Il mettra tout ce qui lui reste à partir de maintenant, tout ce qui lui reste, il le mettra dans la balance pour servir la cause du Bénin. Alors, au cours de la même semaine, il y a eu la naissance du Front pour la restauration de la démocratie qui sans doute fera bloc contre le régime. Patrice Talon, comment vous entrevoyez les choses? Je pense qu'il faut plutôt, à la suite de la naissance de ce front-là, émettre un vœu fort. Le vœu qu'il faut émettre, c'est qu'enfin l'opposition béninoise puisse parler d'une seule et même voix. Parce qu'on a l'impression que c'est une opposition qui passe le temps à se tirer entre les pattes, à mener une sorte de combat à l'interne, de guerre de leadership qui forcément, in fine, ne l'arrange pas. Alors qu'aujourd'hui, avec la situation notamment politique du pays, avec les résultats des réformes politiques, on a besoin d'une opposition politique assez forte, assez soudée, qui puisse parler d'une même voix. Et je voudrais vraiment, même si on note quand même l'absence de quelques grandes figures de l'opposition au niveau de ce front-là, je voudrais vraiment croire que ce front sera une alternative pour corriger tout ce qu'on a observé comme égarement au niveau de l'opposition politique depuis 5 ans et qui aujourd'hui porte quand même un coup dur à l'image de la démocratie légendaire qu'on reconnaît au Bénin. Oui, mais c'est ce même front qui parle de ce que la démocratie au Bénin actuellement est malade. En tout cas, ces 5 dernières années, que notre démocratie aurait été suffisamment éprouvée. Oui, si la démocratie a été éprouvée, c'est la faute à qui? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Et je pense que d'abord, c'est la faute à l'opposition. La réponse pour l'opposition, n'est-ce pas, c'est en fait l'auteur, c'est bien entendu Patrice Talon, actuel président de la République. C'est un débat Parce qu'on a bien circonscrit qu'il s'agit de ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, c'est bien entendu Patrice Talon qui est au pouvoir. Wahab, c'est un débat d'acteurs politiques dans lequel moi, ma posture de journaliste ne me permet pas de rentrer parce que je ne maîtrise pas les méandres de la chose politique. Oui, ce que je vais faire. Ce que je vais faire, et je vais vous dire que si aujourd'hui on en vient à reprocher des choses au fonctionnement politique, je pense que les acteurs politiques ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la mouvance. Je pense que ces acteurs-là ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Parce que comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Pendant des années, en tout cas avant 2016, tout le monde a été unanime dans ce pays sur le fait qu'au plan politique, en tout cas au plan de la gouvernance politique dans notre pays, on a besoin de faire des réformes. La réforme du système partisan a été chantée tel un refrain pendant des années, par tout le monde dans le pays. Et donc, pourquoi aujourd'hui, à l'épreuve des faits, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces réformes-là passent et qu'on trouve que la démocratie, au lieu de mieux se porter davantage, est totalement à terre? Les acteurs politiques ont à se poser cette question.
Si aujourd'hui, il y a d'autres têtes, et ça, je pense que c'est ce qu'il faut saluer au niveau de ce front-là, s'il y a d'autres têtes qui décident de prendre les taureaux par les cornes au niveau de l'opposition, c'est, comme je le disais, souhaiter que cette opposition-là puisse se rendre dynamique, qu'elle soit surtout soudée. Qu'elle soit surtout soudée, qu'elle fasse en sorte qu'on sente que désormais... va multiplier les chances de cette opposition. Absolument, parce que comme je vous le disais à l'entame, on a l'impression que l'opposition passe le temps à se tirer entre les pattes. Déjà la preuve aujourd'hui, voilà un front qui vient à peine de voir le jour. Un front sur lequel tout le monde porte les espoirs dans le pays, et déjà d'autres acteurs qui se réclament toujours de l'opposition commencent par diaboliser un peu cette coalition-là, qui est toute jeune, qui est née il y a quelques jours. Oui, et qui trouve que on n'a pas associé tout le monde, et donc que ce front n'est pas représentatif de l'opposition. Tant que ça va être comme ça, les autres vont continuer, enfin, ceux qu'ils ont en face vont continuer par faire ce qu'ils ont à faire, et après, sur les résultats, on va pleurer comme si on venait pleurer tout simplement sur du lait renversé. Et c'est ça qui est déplorable, parce que pendant ce temps, ceux qui observent de loin la démocratie béninoise ont l'impression que on fait tout pour que l'opposition n'existe pas, pour qu'il n'y ait pas une opposition dans le pays, alors que ce n'est pas véritablement le cas. C'est vrai qu'il y a des spécificités sur lesquelles on peut revenir, mais en général, il faut observer qu'aujourd'hui, en tout cas, ces dernières années dans notre pays, l'opposition politique n'est pas structurée, elle n'est pas organisée, elle ne s'entend pas, elle se combat en son propre sein. Je ne vais pas donner des exemples, vous savez un peu de quoi je parle. Donc, tant que ça va être comme ça, souffrez que on ne puisse pas avoir une opposition digne du nom dans le pays, et c'est dommage pour le fonctionnement politique, c'est dommage pour la démocratie. J'émets une fois de plus le souhait que ce front-là qui vient de naître, quel que soit ce qu'on dit à propos, quels que soient ceux qui composent ce front-là, si tant est que c'est un front qui va en guerre pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, que ce front parvienne véritablement à jouer le rôle d'une opposition, mais d'une vraie opposition, et d'une opposition dynamique dans le pays. Alors, nous sommes à moins de 3 mois des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Le 11 avril déjà, le corps électoral est convoqué. Les populations iront donc aux urnes. Comment vous entrevoyez les choses avec la réalité sur le terrain, réalité liée donc à la recherche du parrainage par les potentiels candidats? Alors, je suis un peu intrigué de constater qu'il y a quelques semaines de ce scrutin-là, que les candidatures ne se dévoilent pas toujours. On dira que la raison... Ne se dévoile pas clairement. Ne se dévoile pas clairement, pas peut-être celle du vendredi dernier. Je me demande quelle peut en être la cause. Alors, on dira tout de suite que c'est parce que... celle de la déclaration de vendredi dernier plus retentissante que les autres qu'on a déjà vues? Non, je pense qu'en dehors de ça, pour ne pas faire dans la langue de bois, il y a quand même le professeur Frédéric Joël Aïvo qui annonce quand même des intentions clairement affichées de quelqu'un qui sera présent dans les starting blocks pour la prochaine élection présidentielle. Je pense que c'est déjà salué. Donc, pour le moment, on a peut-être 2 candidatures, d'autres qui s'annoncent en sourdine, mais qui ne se dévoilent pas réellement. Alors, comme je le disais, on dira peut-être que c'est la faute au parrainage, que les candidats attendent d'avoir le parrainage, de voir plus clair, de savoir si réellement ils seront parrainés, pour peut-être se faire un peu plus précis sur leur candidature. Mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur dans la mesure où aujourd'hui, on sait de manière précise que les 82 députés que nous avons et les 77 maires sont les parrains de cette élection-là. Pourquoi est-ce que, peut-être que ça se fait en sourdine et que nous n'en savons rien. Sinon, la démarche idéale aurait été que les candidats qui ont envie de diriger le Bénin pour les 5 prochaines années puissent déjà se mettre dans une démarche de démarchage. Je m'explique, je m'excuse pour la tautologie. Pour démarcher les parrains. Pour démarcher les parrains. Savoir, parce qu'aujourd'hui, on sait a priori que, en majorité, en tout cas pour les 82 députés, ils sont de la famille présidentielle. Les maires en majorité sont de la famille présidentielle. Le chef d'État n'aura pas besoin forcément de 100 parrains ou de 90 parrains. C'est 16. Donc s'il a déjà les 16 réunis, je pense que à son niveau c'est réglé, c'est bon. Pourquoi est-ce que les autres ne se portent pas vers d'autres candidats? Alors, pour que justement les maires et les députés se portent vers d'autres candidats, il faut que les ambitions soient clairement affichées. Mais aujourd'hui, ce fait que les ambitions ne sont pas clairement affichées, et c'est ça qui rend un peu terne l'ambiance. Mais est-ce que vous ne sentez pas aussi un certain, peut-être l'orgueil, dois-je dire l'orgueil politique, c'est-à-dire le fait d'aller s'accroupir et quémander le parrainage d'un parti de l'opposition? Non, je ne vois pas la chose
chose sous ce temps parce que c'est un peu comme la caution que vous devez déposer pour faire valider votre candidature. Sans cette caution-là, on peut assimiler un peu aujourd'hui le parrainage à cette caution. Mais il faut aller mendier, n'est-ce pas, cette caution, n'est-ce pas, chez un parti opposé à vous. Non, ce n'est pas mon point de vue. Je pense que ce n'est pas de la mendicité. Il faut une démarche vis-à-vis des maires et des députés. Aller leur présenter son programme ou son projet de société. Dire de manière précise et concrète qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut faire pour le pays, et à partir de ce moment-là, solliciter leur adhésion. Je pense que nous sommes tous des Béninois. Je ne vois pas d'orgueil à ce niveau. Je ne vois pas de raison pour lesquelles les potentiels candidats ne vont pas à la rencontre des élus pour solliciter leur parrainage. Je crois qu'observer un peu la spontanéité avec laquelle tous les maires et les députés sont allés retirer ou sont allés remplir les formalités au niveau de la commission électorale par rapport à la fiche de parrainage. Donc ça suppose que l'ambition, la volonté de parrainer des candidats, elle est intacte au niveau de ces élus-là. Donc pour moi, ceux qui ont envie d'être candidats n'ont qu'à rentrer dans la danse, aller vers les maires, les députés, aller solliciter leur soutien, recueillir les 16 parrains qu'il faut, faire valider leur candidature. Nous, en tant que reporters, on a envie d'avoir une belle fête par rapport à ces élections-là. On veut de la matière, on veut de la moisson, on veut de la matière, et donc on sait qu'on ne pourra pas avoir plus de 9 candidats pour cette élection. On veut quand même en avoir assez parce que ça va nous donner de la matière, ça va nous donner à travailler, et nous, on ne souhaite que ça. Josué Mekhouenou, merci d'être passé sur le plateau du Grand Format. Je rappelle, vous êtes journaliste au quotidien de service public La Nation. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt. Très bientôt, c'est demain matin sur Actu Matin. Ensemble, on va fêter l'apparition du jour, la une des journaux. Portez-vous bien.